Salve, salve, je m'appelle IPS, soyez encore les bienvenus dans mon balado 1 minute là, on jase politique. C'est vendredi, puis c'est la journée qu'on prend pour réfléchir tout ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la politique, pour parler, pour discuter, pour parler du Québec, parler de politique québécoise. Il y a beaucoup de choses, donc comme vous savez ici, comme ça fonctionne par bloc. Notre premier bloc, c'est vraiment Réal politique. Donc dans les blocs Réal politique, je vais parler d'abord du budget, on ne peut pas s'en passer. On va parler un peu de budget. On a plein de choses à dire sur ça. On va parler aussi des joueurs linebound qui salaire, qui c'est fini pour lui. Il ne va plus à la course à la chefferie du PLQ. Puis il a donné une explication pour ça. Et pour finir, on va parler de la rencontre des deux hommes d'État qui, écoute, c'est toujours payant d'attaquer les fédérales. Donc, M. Legault et M. Trudeau qui sont rencontrés ce vendredi. Et pour la politique virtuelle, on va parler de lui. Oui, ça fait longtemps qu'on ne parle pas de lui au niveau de la politique provinciale. C'est Éric Duhaime avec les Vendredi Gate. Il y a toute une controverse, mais on ne sait pas si c'est vraiment une controverse, mais on va parler de ça aujourd'hui. Une autre chose aussi qu'on va parler pour décortiquer les messages politiques, je vous avais dit, toutes les capsules sont maintenant disponibles sur Instagram. La dernière que j'ai faite passe sur la campagne permanente. Donc, si vous voulez comprendre c'est quoi la campagne permanente, qui est une stratégie de politique, allez-y dans ma page Instagram, paulo_dantas.ca. Et aussi dans notre chaîne Facebook Spin Doc Lab. Tu vas trouver tout là-dedans. La quatrième période des questions, je veux sortir un extrait super intéressant cette semaine de PLQ. Donc, Martin Gay et M. Legault, très intéressant comme M. Tanguay a réussi à mettre M. Legault dans l'écran. Donc, manquez pas ça, ça va être très intéressant ce petit extrait. Et Histoire exprès du Québec, je vais parler, écoute, un personnage est toujours vivant dans notre politique, c'est marquant, c'est Lucien Bouchard, M. Lucien Bouchard. Donc, on va parler de lui très vite, exprès, mais vous pouvez aller chercher d'autres informations sur ces personnages intéressants, marquants et très, très importants dans la politique québécoise. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans notre réal politique. Réal politique, on ne peut pas en passer, hein, ok? Il faut qu'on parle d'une chose qui était partout cette semaine parce que c'était très, très, très attendu cette semaine. C'était les budgets de la CAQ. On voulait vraiment, tout le monde voulait voir à quoi ça a l'air. On avait toutes nos idées, tout le monde s'attendait. Et le budget est fait. Éric Girard, le ministre des Finances, il a annoncé son budget. Puis les chiffres qui a marqué les esprits, que ça va être collé sur la CAQ pendant longtemps, c'est vraiment les 11 milliards de déficit. Donc 11 milliards. Même s'il a essayé d'expliquer, il a tenté un peu d'aller à gauche, à droite, c'est vraiment 11 parce que c'est à la provision de fonds de génération, puis on s'élève ici. Mais le chiffre qui est marqué, c'est ça. C'est 11 milliards de déficit. Puis même si tout était là, il a essayé de relativiser. M. Legault essaie de relativiser aussi qu'il y a eu déjà des pires au Québec. C'est pas lui qui c'est les pires parce que si on prend par rapport aux pourcentages du PIB, mais ça n'a vraiment pas marché. Ces chiffres qui étaient marqués, on sait que la politique, c'est une chose de perception. Donc, la perception est vraiment forte. Ça a marqué 11 milliards de dollars. Puis, on ne peut pas oublier, OK? En novembre passé, pas si longtemps, on avait M. Girard qui était à la chambre, au Salon Bleu, puis il a dit non, ne vous inquiétez pas, il a fait une mise à jour économique, puis il a dit que, OK, on parle de 3,5 milliards. C'est lui qui a dit ça en novembre, sans oublier qu'on parle ici d'un gouvernement des comptables. Il y a des CPA, des hommes d'affaires, des gens qui connaissent M. Éric Girard, qui est un banquier, qui connaît bien ces choses. Donc, on sait bien qu'il maîtrise son dossier, mais on ne s'attendait pas qu'on passe de 3,5 milliards à 11 milliards. Puis tout le monde s'est dit, ouais, mais c'est quoi ça? Surtout que la CAQ, ils ont vraiment nagé pendant longtemps sur les surplus de 7 milliards et demi que le PLQ avait laissé. Donc, quand il commence, même M. Éric Girard, il a reconnu, écoute, les finances du Québec sont passé dans un très bon état. On connaît toute la situation, comment ça a été les choses. On connaît ce qui se passait avec l'époque libérale. Mais on ne peut pas en passer de dire que ils n'avaient pas d'argent. Donc, ils avaient beaucoup, beaucoup d'argent, 7 milliards et demi, puis ça a l'air qu'ils se sont perdus. Donc, il va falloir qu'il explique à un moment donné, puis on a vu cette semaine qu'il était vraiment inquiète, même au niveau de l'Assemblée nationale, il était inquiète avec les journalistes qui disaient non, vous ne savez pas de quoi vous dites. Donc, ça, lui, vraiment attaqué parce qu'il ne s'attendait pas au niveau de
des gens qui parlaient sur les budgets, puis ils n'étaient pas contents, puis mais en tout cas, c'est la réalité. Tu peux pas changer la réalité. Et encore là, c'est la CAQ qui disait que tout. Non, M. Legault disait nous sommes un gouvernement de CPA, des comptables. On sait qu'ils ont fait. Et une autre chose qui ça a beaucoup été, parce que la CAQ il a expliqué une chose que c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Parce qu'une bonne partie de ça, c'était à cause des ententes avec les syndicats. Donc, c'est sûr que ça a grossi une bonne partie. Maintenant, on ne peut pas oublier que la CAQ, elle avait dit, c'était une promesse, même si on va dans les sites de Polymètre là, qui mesurent toutes les promesses politiques, il a dit qu'on laissait une des promesses majeures de la CAQ, c'était de réduire la taille de l'État. Puis on sait que la taille de l'État a augmenté avec la CAQ. Donc la CAQ commence à vraiment avoir beaucoup de contradictions. Ils ont beaucoup de dépenses. Et c'est sûr que quand tu commences à se faire questionner sur ça, tu vas essayer de... Ils ne voulaient pas non plus jamais parler les mots austérité parce que ces mots-là, c'est un frame qui était collé sur les PLQ. Il ne voulait pas parler d'austérité nulle part, mais même s'il a utilisé tous les synonymes, c'était un budget exigeant, responsable. Il a parlé d'optimisation. On n'est pas con à temps plein, puis on ne peut pas nous prendre pour des valises. Et on sait qu'à un moment donné, il va falloir couper dans quelque part. Ils n'ont pas de choix. Certains ministères il va falloir qu'ils trouvent de l'argent ici à gauche, puis à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et c'est ça, gouverner, c'est faire des choix. Chose que la CAQ n'a jamais fait jusqu'à date parce que ils avaient un bon surplus, 7,5 milliards. Ils ont donné les chèques pour tout le monde. Les gens questionnaient ça à l'époque. Les gens disaient, mais pourquoi ne cibler les chèques à des personnes qui en ont besoin? Non. Ils ont donné les chèques à tout le monde. Puis on commence à voir vraiment qu'il va y avoir une difficulté. On a vu aussi cette semaine, c'était une autre semaine très difficile pour la CAQ. La madame Duranceau, la ministre de l'Habitation, qui a dit par rapport, et il y a eu des femmes qui sont de groupement, des maisons pour des femmes battues, qui elle a dit, avec toute sa sensibilité qu'on connaît déjà, que les maisons des femmes battues, ça coûte trop cher. Mais c'est là que ça rentre encore plus des problèmes des perceptions et des cohérences de la CAQ parce qu'ils ont dit pour les maisons des aînés, tout le monde dit ouais mais ça coûte cher la porte. Ouais mais il n'y a pas de prix pour les aînés, mais il y a des prix pour les femmes battues. Donc ça commence à faire très difficile au niveau de la CAQ qui là, ils ont obligé de gouverner avec des difficultés. On n'a plus la pandémie, il ne peut pas faire tout ce qu'il fallait, puis ça commence à vraiment sortir les faiblesses de la CAQ. Donc, quand on parle aussi, toutes les questions étaient posées pendant le budget. Puis une chose qui aussi, ça nous a beaucoup, en tout cas moi, puis tout le monde aussi, c'était comme, OK, la CAQ, c'est un gouvernement des comptables, c'est un gouvernement d'hommes d'affaires. C'est quoi les stratégies? Il n'y a pas de stratégie parce que dans le fond, il suffit que la Banque du Canada va réduire les taux d'intérêt. Ça, ils peuvent faire contrôler. Il suffit que l'économie va réagir d'une façon très bonne. Ils ne peuvent pas contrôler ça. Et que les sociétés d'État vont bien performer puis vont optimiser ça. Donc, toutes ces wish lists qu'ils ont, c'est très difficile parce que comment qu'ils vont garantir, ils ne peuvent pas garantir ça. Puis tout le monde s'attendait, OK, M. Girard, c'est un banquier, il connaît ses affaires, donc il va nous donner un plan d'équilibre budgétaire. Il dit, les plans, ça s'en vient. Mais les stratégies, on verra l'année prochaine. Mais tu ne peux pas faire ça. Les stratégies, on verra l'année prochaine. Vraiment pas fort. Ça a inquiété beaucoup de gens, même les films de cotation, ils n'ont pas décoté le Québec, mais ont commencé à dire, écoute, un drapeau jaune. Puis là, tout le monde est entré en panique parce qu'il n'y a pas de stratégie. Puis encore là, la perception de citoyen avec les services publics, même lui, puis il a fait une gaffe aussi parce que M. Girard, il était aux ondes avec Patrice Roy. Il a dit, non, écoute, vous allez voir, parce que Patrice a mentionné, mais quand on va voir les résultats, il dit, mais d'ici printemps. Donc, selon lui, dans quelques mois, la population, les citoyens vont voir la différence dans les services publics, chose que je m'en doute fortement. Et ça va être encore plus compliqué parce qu'une fois qu'il a dit, ça va rester. C'est très difficile, même s'il dit, c'est le déficit, c'est gérable, on va s'en occuper, je m'engage personnellement. Même s'il dit tout ça, on sait que c'est très difficile. Donc, qu'est-ce que ça reste? C'est un déficit record, parce que c'est record, surtout que la CAQ qui adore utiliser, c'est historique. Chaque fois qu'ils sortent un projet de loi, ils adorent. J'ai déjà dit ici, il faut laisser les historiens s'occuper de certaines choses, mais eux, ils disent, c'était tout n'importe quel projet qu'ils lancent, c'était historique. Donc, c'était un déficit record, c'était historique. On voit l'explosion des migrations, on voit les reculs sans précédent de Français, on voit qu'aucun nouveau pouvoir a été promis parce qu'on va parler plus tard un peu de rencontres entre Legault et Trudeau.
La réforme promise du mois de scrutin a été abandonnée. Échec des espaces bleus, échec des paniers bleus. Donc, ça commence à s'accumuler. Puis, c'est pas une chose ici, une chose là. C'est l'accumul des choses qui fait que la crédibilité et la cohérence de la CAQ commencent à s'effondrer. Et c'est une perception très, très mauvaise pour les citoyens. Une autre chose que je veux parler vite, c'est sur la course de la chefferie. Ça fait longtemps qu'on ne parle pas parce qu'on ne parle pas de Denis Coderre. Donc, si on ne parle pas de Denis Coderre, on ne parle pas de la chefferie. Mais Sébastien Bourvet a sorti sur Twitter, X, cette semaine que le député fédéral Joël Limbaud, qui est un député du libéral fédéral, il confirme qu'il ne sera pas candidat parce qu'il était en réflexion. Il disait, OK, peut-être si, oui, peut-être non. Mais donc, il a confirmé qu'il ne sera pas candidat. Donc, c'est un moment vraiment difficile parce qu'il attend un enfant. Lui, sa femme attend un autre enfant. Donc, il veut se concentrer sur sa famille. Pourquoi je dis que c'est très difficile pour les PLQ? Parce que les PLQ, cette semaine, ont lancé une offensive pour remobiliser les militants. Une chose qui était vue pour plusieurs comme une façon d'encadrer les seuls candidats à ce moment-là, que c'est Denis Coderre. Parce qu'ils ont dit qu'au contraire du rapport du comité de relance qui n'y liait pas les membres prochains chefs, il dit dans un article qui est sorti sur la presse que les résolutions qui seront adoptées par les membres, les chefs devraient faire avec ça, disait Marc Tanguay dans l'article. Mais on sait bien qu'une fois que ça commence la campagne électorale, c'est pas les politiciens qui vont vraiment suivre tout ce qui dit la plateforme. C'est sûr que les membres vont voter des résolutions. C'est comme ça que ça fonctionne dans un congrès. Mais on sait bien que plusieurs candidats ne vont pas suivre ça à la lettre. Mais encore là, les gens ont aperçu ça comme une tentative d'encadrer les seuls candidats parce qu'il y a des gens qui parlent, qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment contentes avec M. Coderre. Donc, ils vont essayer d'encadrer. Surtout que M. Coderre lui-même a dit « je n'ai même pas lu les rapports encore ». Donc, il a fait son promenade au couchement de la Compostelle. Puis, on va voir après. Mais donc, c'est fait. On oublie Joël Limbaud. C'était une bonne prise, quelqu'un de la région, québécois, mais il a dit non. Et pour finir avec la guerre politique, on a eu cette journée même, plutôt cette journée, un matin, la rencontre entre M. Legault et M. Trudeau. C'est une demande qui a été faite par M. Legault qu'il voulait rencontrer pour parler d'immigration surtout, parce qu'on sait que le Québec a fait plus que sa part. On a vu M. Legault qui a sorti 4 ministres pour demander $1 milliard de remboursements du fédéral. Puis tout le monde disait, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire avec après la rencontre? Parce que si on sait déjà que M. Trudeau, il allait dire non, et c'est ça que ça se passait. Il a vraiment dit non, on ne va pas donner. Donc, M. Legault sort encore affaibli. C'est sûr qu'il a dit, à sortir, il dit non, mais on a gagné certaines choses ici, on essaie de les immigrants temporaires là-bas. Mais la chose, c'est que M. Legault, il essayait d'être le capitaine Québec et d'attaquer le fédéral, mais ça n'a pas marché cette fois-ci, sans oublier que la politique, les gens ont la mémoire longue, certaines personnes, puis on se rappelle que M. Legault avait demandé à ces gens de voter pour les conservateurs contre M. Trudeau. Donc, c'est sûr que M. Trudeau n'a jamais oublié ça. Donc, c'est la façon de retourner un peu la monnaie à M. Legault aussi. Donc, ça va être très difficile pour M. Legault parce que là, il avait dit, M. Legault, j'ai besoin de mandat fort, je veux m'aller à Québec, à Ottawa, on va demander plus on va réussir. Donc, il a eu 90 députés, 0 résultat à date. Au niveau de santé, il a demandé, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Au niveau de l'immigration, il a demandé, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Au niveau de santé, il a demandé, il n'a pas encore eu. Donc, ça fait encore plus difficile. Et encore là, c'est pas juste une chose, c'est le cumul des choses qui commencent à affaiblir l'image de la CAQ. Puis sans oublier que la CAQ, c'est une coalition. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va commencer à friter par des dents et les gens vont être encore plus commode. Si les militants caquistes sont déjà inquiets, imagine les gens qui sont là-dedans, parce qu'oublie pas, les partis québécois montent au sondage, il y a plein de chaises qui sont en jeu pour le Parti québécois. Puis ceux qui sont encore ministres, oui, ils ont beaucoup de visibilité, mais il y a plein de gens qui veulent accéder au Conseil des ministres, qui n'ont pas la chance, n'ont pas la visibilité, puis voient les partis descendre vraiment dans le sondage. Donc, c'est ceux qui sont très inquiète. Mais c'est pour ça la réelle politique, on va voir, mais non c'est non. Et M. Trudeau a encore dit non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont continuer à envoyer des lettres, continuer à faire des points de presse avec plein de ministres, ça ne marchera pas parce que M. Trudeau dit, OK, je t'aime mon François, mais c'est non. Donc, on revient dans quelques secondes, on va parler de la politique virtuelle.
politique virtuelle. Donc, on va parler de celui qui, ça fait longtemps qu'on ne parle pas de lui, ça fait longtemps, hein, on s'ennuie de lui. C'est quelqu'un qui est, surtout au niveau de la communication, Éric Duhaime, on va parler de lui qui est très capable d'aller chercher la visibilité, d'aller trouver des sujets qui veulent parler. Mais Éric Duhaime, on le sait que lui, les partis conservateurs, ils ont eu vraiment beaucoup de visibilité pendant la pandémie. C'était lui qui disait, OK, nos libertés, puis qu'il avait attiré vraiment une frange de la population. Mais comme la pandémie est finie, comme tout le monde, c'était pas un secret, on sait que plus la pandémie en allait vers la fin, moins il allait avoir de jus pour continuer à parler. En plus, qu'il n'a pas été élu, n'a pas réussi à élire personne, donc il s'affaiblit davantage au niveau de la politique provinciale, puis ça fait longtemps qu'on ne parlait pas de lui, il essayait des choses avec les drag queens et ça, mais là, il est revenu avec selon lui, un scandale, mais c'est une chose qu'on sait vraiment, on connaît un peu la communication politique, comme ça fonctionne, qu'il a essayé de faire. Mais pour mettre les choses en contexte, il y avait Pascal Bérubé qui était parti dans une balado, puis dans une balado, il parlait qui est plein d'histoires intéressantes, qui disait, entre autres, qu'il avait pendant la pandémie rencontré dans un vendredi M. Legault, puis ils ont pris un vin, mais il dit, M. Legault avait dit, selon lui, que je peux te signer parce que Pascal Bérubé, il dit, il faut que je m'en vais parce qu'il est en couvre-feu. Il dit, mais je vais t'assigner un papier. Donc, cette petite portion de podcast, Éric Duhaime a récupéré ça, puis là, il est parti sur X, il a dit vraiment qu'il n'était pas inquiet, puis on va voir qu'est-ce qu'il a dit. Il a vraiment parti en attaque. Il a dit ceci. Pendant que nous étions confinés dans nos maisons, les députés Pascal Bérubé et le Premier ministre François Legault buvaient du vin dans le bureau du Premier ministre. Pire, M. Legault a offert aux députés péquistes de lui signer une autorisation de ne pas respecter les couvre-feux pour lui permettre de fraterniser plus longtemps. C'est totalement inacceptable. Plus de 50 000 Québécois ont reçu des contraventions parce qu'ils ne respectaient pas la règle pendant la crise. Donc, plus de 22 000 parce qu'ils ne respectaient pas les couvre-feux. M. Bérubé et Legault doivent des explications à la population du Québec. Donc, ça, c'était les tweets qu'il a fait. Puis, on a sent bien que tous les mots qu'il a été choisis, c'est vraiment pensé parce qu'il parle des contraventions, il parle des couvre-feux, il parle que c'est inacceptable, il parle de la COVID. Donc, il essaie de créer un scandale, mais je pense que ça n'a pas vraiment marché parce qu'il n'a pas eu les gens qui ont commenté, qui ont parlé de ça, disent, écoute, regarde, c'est quoi ça? On sait que c'est vraiment une apparence qu'il a besoin de visibilité, donc il va s'accrocher à n'importe quoi pour essayer d'attirer l'attention parce qu'on s'entend que c'est pas un scandale, c'est pas ça qui va faire changer quelque chose. Puis on veut que les hommes et les femmes politiques se rencontrent hors de la partisanerie. Ça donne à rien d'aller attaquer sur cette chose, mais c'est une façon de faire un petit « Hey, la gang là qui était inquiète, qui était fâchée pendant la pandémie, écoute, je suis encore là. » Ça a l'air de ça. Donc, les tirs, des fois, vouloir trop essayer des choses, ça peut vraiment donner l'effet contraire. Donc, c'est ça que je pense que ça se passait avec cette sortie de M. Éric Duhaime. Puis, on a vu aussi que même Pascal Bérubé, il a répondu ça. Il a répondu, puis c'était bien pensé, bien réfléchi, parce qu'il a dit ceci, Pascal Bérubé aussi, sur X, il dit « Éric Duhaime est désespéré de créer une controverse là où il n'y en a pas. Si on tempête dans un verre d'eau, nous avons respecté toutes les règles. J'ai quitté avant les couvre-feux. J'ai pris un taxi et en toute légalité. Aussi, oui, est possible d'échanger avec le Premier ministre respectueusement en privé. Personne de sérieux qui me suit en politique ne croit que je suis complaisante face à ces gouvernements. Donc ça, c'est la réponse. C'était clair. Tout le monde, c'est ça que la majorité de personnes ont compris ça. Donc je pense que Éric Duhaime, malheureusement, a essayé de faire cette chose un scandale, mais c'était pas vraiment un scandale. Pour la politique virtuelle, c'est ça aussi. Puis il y a une autre chose qui était très intéressant parce qu'on parle beaucoup on a parlé cette semaine beaucoup de budget. Les partis libéraux, ils ont sorti une image vraiment intéressante. Je voulais que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ça, je vous invite vraiment à aller sur le compte du Parti libéral qu'ils ont sorti parce qu'on a vu les paniers bleus qui étaient vraiment finis. Donc, ils ont pris l'image du panier bleu, puis avant le panier bleu, c'était écrit « J'achète ici ». Là, ils ont
passé une ligne sur la hachette, puis ils ont rajouté « J'ai m'endette ici, déficit record 11 milliards, faisons couler l'économie d'ici ». Donc, c'était vraiment la bonne guerre. Je pense que cette façon de faire des choses, c'est une façon intelligente. Donc, c'était en train de montrer de comment que le gouvernement a des faiblesses, puis surtout des choses que le gouvernement a tellement dit qu'il était fort, qu'il était lui qui savait tout, puis il commence vraiment à démontrer des signes vraiment forts. Donc, je vous invite à aller voir les petites images que j'ai en dette ici, puis que ça va coller parce qu'il parle de la dette, on parle d'un milliard. Et cette semaine, c'était vraiment difficile parce qu'il était nommé les kings du déficit et M. Legault n'était pas content. Donc, le prochain bloc, c'est de critiquer le message politique. Je vous invite vraiment à aller parler d'un tas underline CA sur Instagram ou Spin Doc Lab sur YouTube. J'ai mis encore une autre capsule très intéressante. On parle de la campagne continue. Donc, c'est une campagne qui ne finit jamais. Puis, il y a certaines stratégies là-dedans. Je vous invite à aller voir. Et on va passer à la 4e période des questions dans 2 secondes. La 4e période de questions, je voulais parler, ici, je voulais dire que je suis vraiment impressionné de la façon, les changements que le Parti libéral commence à voir pendant la période de questions. C'est sûr qu'on sait qu'ils sont vraiment en bas sur les sondages, c'est encore difficile pour les autres, ils ont beaucoup de choses à faire, mais on commence à voir des résultats. M. Tanguay commence à avoir des attaques vraiment pointues. Il est capable vraiment d'aller chercher picosser M. Legault. Puis chaque dossier, parce qu'on connaît la stratégie de M. Legault. M. Legault, chaque fois qu'il est dans les coins, il va toujours dire quelque chose. Puis quand il ne veut pas répondre, il va dire « Vous, qu'est-ce que vous allez à proposer ?» Donc, en sachant ça, ils s'y préparent davantage. Puis on voit ça de la préparation, on voit la technique, on voit que les partis libéraux du Québec commencent vraiment à performer davantage parce qu'avant, on avait plus d'avantages, c'était Marois Risky, mais là, on voit M. Tanguay puis d'autres aussi vraiment à rentrer. Puis cette semaine, ils ont une très belle semaine, vraiment. Ils ont profité de la faiblesse au niveau du budget. Ils ont parlé comme une vraie partie de l'économie. Ils ont été capables d'attaquer la CAQ. M. Monsef Déragi qui a proposé un vérificateur au ministère du budget. Donc, ils ont tout pris cette semaine pour attaquer la CAQ dans tous les fronts, mais de façon très, très intelligente. Ils ont parlé d'éducation, ils ont parlé d'économie, ils ont parlé des maisons des femmes battues, ils ont parlé des vérificateurs, ils ont parlé des budgets. Donc, vraiment une très, très forte semaine pour les PLQ. Ils ont gagné la semaine, vraiment. C'était intéressant. Puis, il y avait une partie d'échange entre M. Legault et M. Tanguay que j'ai trouvé très intéressant, qui ça démontre vraiment la force de PLQ cette semaine. Donc, je voulais que vous écoutez ici. Ce matin, on n'est pas dans la décote. Mais avant d'aller à la décote, c'est une série de dominos qui tombent. Et à tous les jours depuis mardi, il y a un domino additionnel qui tombe. Premier domino, perte de contrôle. Dépôt mardi d'un budget déficitaire record, 11 milliards de dollars. Deuxième domino, pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Troisième domino, hier, le premier ministre qui a fait trop peu de cas des finances publiques en disant « Oh, c'était raisonnable ». En quelque sorte, circuler, il n'y a rien à voir. J'invite le chef de l'opposition officielle à aller sur mon compte X. J'ai mis le tableau. On peut y voir, entre autres, que 2 gouvernements du Parti libéral ont déposé des déficits, des budgets avec des déficits, un de 3,1 % puis un autre de 3,3 %, donc le double de ce qui a été déposé cette semaine par le ministre des Finances. Mais... En son tweet, 96-97, il y a une erreur, là, c'était pas le PLQ, c'était le PQ qui était là. Deuxième des choses, 2009-2010, c'était après la crise financière de 2008. Puis en passant, on avait mieux fait que vous, c'était 0,9 %. Mais c'était après une crise financière. Où était-il dans les 5 dernières années? Pandémie, ralentissement économique mondial. Où était-il, lui, en janvier 2021, quand son cabinet a émis un communiqué de presse et qui a dit qu'il allait respecter tous ses engagements nonobstant la pandémie? Il a-tu autorisé ce communiqué de presse-là, d'un, de deux? Où était-il, lui, quand le ministre de l'Économie, en novembre, il a dit « On maintient le cap, puis 3 mois après, on passe de 4 à 11 milliards. » Où était-il? Ça, c'était la décision du gouvernement de la CAQ. C'est complètement contraire
au gouvernement libéral précédent, eux autres, c'était les kings des coupures, les kings de l'austérité. C'est vraiment drôle parce que en politique, là, quand on parle de communication politique, quand quelqu'un essaie de te mettre une frame, et de mettre une étiquette, tu n'utilises jamais l'étiquette qui t'a été donnée pour répondre à une question. Puis c'est vraiment dans cette là que M. Legault a rentré. Il a tombé vraiment dans les pièges du PLQ parce qu'on sait que M. Tanguay a dit au début de la semaine qu'ils sont les kings du déficit. Puis là, il a dit « Ah, vous êtes le king de l'austérité ». Donc, quand il fait ça, il renforce les frames qui lui étaient lancés, puis les mots continuent à rouler dans les têtes des gens. Donc, il n'était pas capable de sortir. Il a rentré dans les pièges de Marc Tanguay, puis il a vraiment été vous voyez, il cherchait des mots, il essaie d'expliquer, il s'est trompé dans les chiffres. Donc, une très difficile semaine pour M. Legault et pour la CAQ, et une très bonne semaine vraiment pour le Parti libéral du Québec qui ont réussi vraiment à occuper l'espace public, ils ont réussi à occuper les médias sociaux, ils ont réussi à parler d'eux sans parler de Denis Coderre. Donc ça c'était vraiment une bonne semaine, une autre semaine qui était vraiment gagnant pour le Parti libéral du Québec et M. Legault encore une autre semaine très difficile. On va finir dans quelques secondes avec notre histoire exprès du Québec. Histoire exprès du Québec. Donc, j'aimerais parler aujourd'hui d'un homme de politique qui c'est vraiment une figure, c'est une colosse de notre environnement politique. C'est Lucien Bouchard, qui est une figure politique canadienne. Donc, et c'est monsieur, c'est une personne très riche au niveau d'information, de connaissances, parce qu'il y a une figure politique canadienne, québécoise, qui a joué un rôle significatif dans la vie politique du Québec et du Canada. Et on va voir un peu un résumé de sa vie politique, en mettant en lumière certains moments marquants. On peut commencer avec le début de sa carrière juridique, parce qu'il est un Bouchard, entame sa carrière comme avocat, il enseigne les droits à l'Université de Montréal. Il a distingué par ses compétences et son engagement dans les domaines juridiques avant de faire le saut en politique. Lui, c'était de la même classe de Brian Mulroney. Il rentre en politique fédérale. En 1988, il était élu député du Parti progressiste conservateur, très important du Canada, dans la circonscription des Lacs-Saint-Jean. Il devient rapidement un acteur influent au sein du gouvernement fédéral. Mais après, il y a eu la crise d'Oka, parce que la crise d'Oka des années 90 marque un tournant dans la vie politique de Bouchard. Profondément troublé par la gestion de la crise par le gouvernement fédéral, il démissionne du cabinet de Brian Mulroney et enseigne des protestations. Et après, il fait quoi? Il fonde le Bloc québécois. En 1991, Lucien Bouchard va confonder le Bloc québécois, une parti politique souverainiste qui vise à défendre les intérêts du Québec au sein du Parlement canadien. Bouchard devient le premier ministre du Québec en janvier 1996, succédant Jacques Parizeau, et son mandat a été marqué par la gestion des conséquences d'un référendum de 1995 qui a vu les camps souverainistes échouer de justesse. Donc, ceux qui ont lu, qui se rappellent de ça, c'était vraiment très important parce que le 30 octobre de 1995, Lucien Bouchard joue un rôle clé dans les référendums sur la souveraineté du Québec. Bien que les champs souverainistes perdent de peu avec 49,4% des voix en faveur de la séparation, la campagne et ses résultats ont une influence durable sur la politique québécoise. Jusqu'aujourd'hui, on commence à en parler avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Et Bouchard démissionne de son poste de premier ministre en 2001, épuisé par les conflits internes et la polarisation politique. Il s'est retiré de la vie politique et poursuit une carrière dans le secteur privé. Lucien Bouchard reste une figure respectée au Québec et reconnue pour son leadership pendant les périodes cruciales de l'histoire politique de la province. Son engagement en faveur de la souveraineté québécoise continue d'influencer les paysages politiques actuels. Donc, c'est ça, M. Bouchard, c'est vraiment une icône de notre vie, de notre politique québécoise. Donc, j'aimerais lui rendre hommage pour cette grande homme. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je suis vraiment content. On a passé pour plusieurs sujets et on va continuer la semaine prochaine parce qu'on va être toujours là pour jaser de politique d'ici vendredi prochain. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!